Et avec nous sur notre plateau, Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Avec nous également Nathalie Godard, bienvenue également. Vous êtes directrice de l'action chez Amnesty International France. On va commencer avec vous. La question, elle est simple. Amnesty International, c'est une organisation non gouvernementale qui travaille en général, qui enquête sur les conflits, sur les belligérants, sur le sort réservé aussi aux populations civiles. Que retenez-vous de marquant sur cette année écoulée, ces bombardements israéliens massifs sur l'enclave palestinienne, lancés le soir même des attaques meurtrières du Hamas sur le sud d'Israël? C'est une année de destruction massive pour la population, pour les habitations, pour, de manière générale, tous les biens à caractère civil sur la bande de Gaza. On a vu vraiment cette opération de punition collective contre la population à Gaza, avec une riposte militaire extrêmement brutale. Et donc, nous, ce qu'on a documenté depuis un an, on a documenté près d'une vingtaine d'attaques israéliennes sur lesquelles on est allé enquêter pour voir si elles étaient conformes ou pas au droit international, parce que effectivement, c'est ça notre mandat. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans les cas des attaques sur lesquelles on a enquêté, les frappes étaient soit indiscriminées, c'est-à-dire qu'elles ne faisaient pas de distinction suffisante entre les populations civiles et les combattants, soit elles étaient disproportionnées, c'est-à-dire même s'il y avait un objectif militaire, les pertes civiles étaient très importantes. Et on a aussi documenté le fait qu'il y avait eu des opérations de destruction injustifiée sur toute une bande de terre, une bande de territoire dans l'est de la bande de Gaza. Sur l'est, ouais. Absolument. Donc une bande de territoire de 1 à 1,8 km de large, dans laquelle en fait il y a eu, après les combats, il y a eu des combats entre le Hamas et l'armée israélienne, et après les combats, les bulldozers sont arrivés. Il y a eu des opérations de destruction absolument massives sur ces lieux-là, injustifiées, de biens à caractère civil, des populations qui ont dû trouver refuge ailleurs. Et cette démolition massive, elle ne peut pas être justifiée en droit international et elle doit être investiguée en tant que crime de guerre. Mais vous connaissez Amnesty International, la position d'Israël, d'ailleurs y compris à votre sujet. Il y a eu des échanges parfois tendus entre le gouvernement israélien et votre organisation non gouvernementale. Israël dit que les combattants du Hamas se cachent parmi la population civile. Que répondez-vous à cet argument? Je ne parle pas du dernier point où vous dites que les combats étaient terminés et vous dites que vous avez des preuves qui disent que les destructions ont été commises après, mais lorsqu'effectivement, on sait que c'est une zone qui a une des densités de population les plus élevées au monde, que répondez-vous à l'argument d'Israël? Plusieurs choses. Premièrement, que dans la plupart des attaques que l'on a documentées, on n'a pas trouvé de preuves d'objectifs militaires ou de présence militaire sur les lieux. Dans deux cas, on a trouvé des éléments qui montrent qu'il y avait des combattants du Hamas ou du djihad islamique qui étaient présents, quelques combattants, mais les pertes en pertes civiles étaient pour autant disproportionnées. On parle là d'attaques qui ont eu lieu fin mai 2024 à Rafah et à Al-Mawassi, donc sur une zone humanitaire et sur un camp de déplacés. Et dans ces deux cas, on a trouvé trace de présence dans un cas de 4 combattants, dans l'autre de 2 combattants qui étaient présents. Et il y avait plusieurs dizaines de civils qui ont été tués. Et là, on voit le caractère disproportionné de l'attaque et les biens, enfin l'atteinte aux personnes qui a été massive. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, par rapport à cette zone de destruction dans l'est, dans la bande de Gaza, même si des biens à caractère civil ont pu être utilisés avant pour des raisons militaires, ceci ne permet pas une démolition massive de quartiers entiers, comme ça a été le cas. Il y a vraiment un caractère disproportionné de la riposte, quand bien même ces biens auraient pu être utilisés précédemment de manière militaire. Et là, la destruction absolument gigantesque et systématique de maisons, d'habitations et de terres agricoles, dans le cas de ces zones-là, ne peut pas être justifiée en droit international. Alors, dans un instant, Slimane Zeguidour, notre éditorialiste, nous expliquera pourquoi, selon lui, le droit international n'a plus pris, en tous les cas, la communauté internationale et la diplomatie. Mais d'abord, une question simple. Le 7 octobre, les attaques du Hamas, comment vous, Amnesty, vous les qualifiez et comment qualifiez-vous ce qui se passe depuis un an à Gaza? Alors le 7 octobre, que ce soit le massacre de civils ou la prise d'otages, ce sont des crimes de guerre. C'est-à-dire que ce sont des massacres et des atteintes aux civils qui sont absolument bannis en droit international et qui doivent être investigués et condamnés en tant que crimes de guerre. Et nous, on en appelle à la Cour pénale internationale pour qu'elle puisse enquêter et qu'elle puisse
faire passer la justice face à ces crimes. On demande aussi évidemment la libération des otages et c'est à la fois une honte et une grande colère que l'on ressent qu'un an après le 7 octobre 2023, il y ait toujours des otages qui soient retenus dans la bande de Gaza et qu'il n'y ait toujours pas de cessez-le-feu. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un échec collectif aussi de la communauté internationale sur ces questions. Alors justement, Slimane, pourquoi cette impuissance de la communauté internationale, à commencer par les diplomaties occidentales et arabes? Écoutez, le droit international est un principe dont l'essentiel est né après la Deuxième Guerre mondiale dans l'esprit de Nuremberg, c'est-à-dire plus jamais ça. Eh bien, il y a eu tout un corpus de droits, de résolutions internationales qui ont été signées, paraphées par la plupart des États. Le problème, c'est que la diplomatie, pour mettre en œuvre le triomphe, promouvoir ce droit, la diplomatie, en principe, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui est basé sur des éléments standards qui sont valables partout. Simplement, il y a deux éléments, il y a deux vices de forme dans ce qu'on appelle la communauté internationale. Ce sont les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui ont créé, parrainé les Nations Unies avec toutes leurs entités qui sont chargées de mettre de l'ordre dans les relations internationales. Et il y a le fameux veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Dispose chacun d'un droit de veto. Le droit de veto a été utilisé plus de 250 fois. L'État qui en a le plus abusé, c'était l'ex-Union soviétique, et après, ce sont les Américains. S'agissant du problème qui nous concerne, il n'y a pas un conflit dans le monde qui a fait l'objet d'autant de résolutions que le conflit israélo-palestinien. En principe, le moindre aspect, le moindre recoin de ce problème a fait l'objet de résolutions internationales votées par la plupart des grandes puissances. C'est quasi unanime. Simplement, pour le mettre en pratique, il faut passer par le Conseil de sécurité. Et là, il y a l'épée de Damoclès du veto qui bloque tout. Et ce qui est paradoxal, c'est que les États-Unis, qui sont le précurseur, l'hôte et le principal financier des Nations Unies, c'est aussi le pays qui bloque le plus le fonctionnement et la mécanique des Nations Unies. Alors rappelons quand même qu'il y a le procureur Karim Khan de la Cour pénale internationale qui a lancé des mandats d'arrêt, en tout cas qui a requis des mandats d'arrêt, qui a demandé qu'on lance une enquête. Et qu'il a obtenu en 30 jours pour Vladimir Poutine, et on attend depuis 4 mois pour les gens du Hamas et les Israéliens. Contre des responsables du Hamas et notamment le Premier ministre israélien. Vous n'avez pas répondu pour le coup à la question sur comment qualifiez-vous les crimes cette fois-ci dans la bande de Gaza. Alors, vous avez répondu sur le 7 octobre. Sur le 7 octobre. Et j'avais tendu la main ensuite à Slimane Zeguidour. Alors, à ce stade, on a sorti plusieurs enquêtes qui qualifient les crimes dans la bande de Gaza de crimes de guerre. Et on continue, nous, à notre travail d'enquête et de qualification. Et on continuera à publier des enquêtes. Mais vous arrivez à entrer dans la bande de Gaza ? Alors, nous travaillons de plusieurs manières. Nous avons des personnes qui travaillent pour nous dans la bande de Gaza et qui nous permettent de recueillir des témoignages directement. On a aussi des chercheurs qui, à l'extérieur de la bande de Gaza, contactent des témoins et recueillent des témoignages. Et puis, on travaille avec tout un tas de preuves différentes, que ce soit des images satellites, des documents officiels aussi, ce qui nous permet de recouper un certain nombre de choses. Le travail qu'on a fait sur la zone tampon, la zone à l'est de la bande de Gaza, c'est notamment à partir d'images satellites et de témoignages qu'on a pu recueillir. Et vous avez des contacts avec des ONG israéliennes ? Oui, bien sûr, absolument. Lesquelles ? B'Tselem, par exemple, avec qui on travaille beaucoup. Alors on va maintenant vous emmener à la rencontre grâce à une équipe de la RTS, notre partenaire suisse. La rencontre avec une gynécologue, elle-même déplacée dans le camp de réfugiés de Jabalia. Ça se trouve dans le nord de la bande de Gaza. Avant-hier dimanche, l'armée israélienne y a entamé une opération militaire dans le camp, en encerclant l'école dans laquelle le reportage que vous allez voir a été tourné. Mais quelques jours plus tôt, voilà pour tout préciser, et c'est un reportage de Ségolène Grippon. C'est dans cette ancienne salle de classe que Tagrid fait désormais l'essentiel de ses consultations. C'est votre première grossesse dans cette guerre ? Oui. Ressentez-vous une différence entre cette grossesse et les précédentes ? Bien sûr, tout est différent. Comme quoi ? L'alimentation et le mouvement du bébé chantent mon corps manque de bonne nutrition. Je me sens fatiguée, un peu étourdie et je veux tout le temps dormir. Riam fait partie des 50 000 femmes enceintes dans cette guerre. Elle est à son 7e mois de grossesse. La gynécologue Tagrid Alamaoui suit ces femmes au fil de ses propres déplacements forcés.
La famine qu'a subi le nord de l'enclave et le stress des bombardements constants ont fait de toutes les grossesses des grossesses à risque. Il faut être prudente, il faut essayer autant que possible de ne pas accoucher prématurément. Les couveuses que nous avons ne sont pas bonnes. Tagrid est arrivée dans cette école de l'UNRWA le 20 novembre. Elle a fui l'hôpital Kamal Adwan au nord de Gaza, au moment où l'armée israélienne s'apprêtait à l'assiéger. C'est là-bas qu'elle travaillait, où son fils né prématuré était en couveuse. Nous voulions dire adieu à notre enfant et demander au médecin de prendre soin de lui. Nous avons été choqués d'apprendre qu'il était tombé en martyr 4 minutes avant. Aujourd'hui, l'hôpital Kamal Adwan pense ses plaies. Tagrid a repris en partie son activité sur place avec les moyens du bord. Mais pendant le siège de plusieurs hôpitaux du nord de la bande de Gaza, il était impossible pour les femmes d'avoir d'échographies ou de suivis médicaux pendant leur grossesse, d'anesthésie pendant leurs accouchements, de traitements postpartum. Les civils se sont alors organisés comme ils pouvaient. Les gens ont su qu'il y avait un médecin dans l'école et les sollicitations ont commencé. Dans la famille, nous avons un infirmier, mon frère, un technicien de laboratoire et une sage-femme. Nous avons tous travaillé ensemble comme une équipe et avons mis en place une sorte de point médical dans la classe. 33 enfants sont nés ici, parfois à la lumière d'une frontale par manque d'électricité. Une génération née au milieu du chaos et qui subira pendant longtemps les conséquences de cette guerre. Voilà, on a beaucoup évoqué le droit international dans son ensemble, avec ses institutions, mais pas le droit international humanitaire que vous avez esquissé. Quelle est la particularité de ce conflit? Encore une fois, c'est vrai qu'Israël dit que pour combattre le Hamas, la densité est telle que forcément il y aura ce qu'on appelle de manière terrible des dommages collatéraux. En termes de droit humanitaire, qu'est-ce qui vous frappe dans ce conflit? Déjà que la population de la bande de Gaza, effectivement, vous l'avez dit, c'est très dense. On a 2,2 millions de personnes et en fait, toute la population est touchée. 2,2 millions de personnes, dont 90% ont été déplacées de force. Souvent plusieurs fois, ont dû subir des ordres d'évacuation. La plupart des habitations ont été abîmées, voire détruites. Et donc aujourd'hui, on a une population qui est exsangue. Il y a 17 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza qui sont dysfonctionnels. Absolument. Et en termes de soins de santé, on l'a vu dans le reportage, c'est extrêmement difficile. C'est une pénurie qui a été créée par cette guerre. C'est-à-dire, on a des grandes difficultés à accéder aux soins de santé. Les populations de Gaza ont grande difficulté à accéder aux soins de santé, ce qui fait qu'aux 42 000 morts, je dirais, officiels qui sont décomptés aujourd'hui et dont le chiffre n'est plus contesté d'ailleurs par Israël, on devra ajouter bientôt le très grand nombre de décès dus à l'absence de soins, à l'absence d'alimentation, à l'absence d'eau, à toute cette pénurie-là, à la difficulté d'accéder à des besoins, de couvrir les besoins vitaux et essentiels de la population. Donc c'est ça qui est frappant ici, c'est que c'est une enclave, donc les personnes ne peuvent pas sortir. C'est ça qui est différent aussi de beaucoup d'autres situations humanitaires. Oui, si on prend l'Ukraine par exemple, c'est vrai que de nombreux Ukrainiens ont fui, non pas de gaieté de cœur, mais avec l'offensive et l'invasion russe, ont quitté le pays. À Gaza, c'est un blocus total, ils ne peuvent pas sortir. L'Europe a accueilli des Ukrainiens et c'était une très bonne chose. À Gaza, les 2,2 millions de personnes sont dans une enclave de 40 km sur 11, ils ne peuvent pas en sortir. Et à part quelques dizaines de milliers qui ont réussi à sortir, ceux qui avaient les moyens de sortir par Rafah. Mais ça en fait vraiment une caractéristique, c'est des personnes qui sont absolument prises au piège, sans moyens de subsistance et sans accès aux soins de santé. Donc, on est dans une situation humanitaire, il y a même plus, c'est difficile de trouver des qualificatifs qui soient à la hauteur de cette dévastation. Donc ça, c'est vraiment frappant et ça se passe à la fois au vu et au su du monde entier, et puis en même temps, quasiment avec une difficulté aussi à témoigner, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de journalistes. Il y a des journalistes gazaouites qui font leur travail de manière extrêmement difficile, mais les journalistes internationaux ne peuvent pas rentrer. Je vous ai dit tout à l'heure que nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles, mais les organisations humanitaires ou celles qui doivent documenter ces situations ont des grandes difficultés à y travailler. Slimane, on parlait tout à l'heure du droit international. Quel est le mot pour qualifier, selon vous, éditorialiste de TV5 Monde, est-ce que c'est une faillite du droit international? On a beaucoup aussi entendu cette phrase de double standard aussi vis-à-vis d'autres conflits. Alors, faillite du droit international, ça veut dire que le droit international lui-même, quand il y a une vice de forme qu'il faut réformer ou perfectionner. Non, il y a une faillite, c'est les États, les grandes puissances, les grandes démocraties qui en ont été les promotrices, qui se sont flattés d'en être les garantes, qui se flattent toujours d'être les diffuseurs. Eh bien, ces grandes puissances,
savent ce qui se passe. Et certaines d'entre elles continuent de fournir des armes sciemment, en sachant. Pourquoi ils le savent? Parce qu'ils le déplorent. Par exemple, l'Allemagne, qui donne à peu près un tiers des armes, déplore régulièrement les effets de ses propres armes sur la population de Gaza, fournit de l'aide humanitaire, mais n'arrête pas de continuer de fournir des armes. Donc il y a une espèce de dissonance éthique, morale et politique dans cette situation. Un dernier mot peut-être pour vous, Nathalie Godard, Amnesty International. Comment, ces prochaines semaines, allez-vous travailler sur place ? Alors justement, la question des ventes d'armes, c'est une question qui pour nous est absolument essentielle. Notre travail, il consiste à documenter l'effet des ventes d'armes. Est-ce que la France en vend toujours aujourd'hui à l'armée israélienne ? Alors la France dit qu'elle n'en vend pas. Nous demandons, la transparence sur les livraisons d'armes et de matériel de guerre, parce que ce n'est pas seulement des armes directement, la France dit mais qu'il le ne s'agit pas matériel de de ne guerre. plus en vendre, mais celle utilisée à Gaza. Absolument, mais nous avons demandé plusieurs fois la transparence sur les exportations d'armes, qui n'est pas possible aujourd'hui, qui n'est pas permise, et nous demandons que ce soit non seulement les armes, mais tout le matériel de guerre qui ne puisse pas être vendu, être livré pour être utilisé dans la bande de Gaza, et on demande aussi que la pression soit faite sur les autres pays, notamment les États-Unis. Merci beaucoup Nathalie Godard, directrice de l'action chez Amnesty International France. Slimane Zeguidour, merci, éditorialiste TV5 Monde.